حسن يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يقمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديت يرغن. Alors, donc, non seulement nous n'avons pas progressé, la colonisation ne nous a pas, c'est pour ça que les bienfaits de la colonisation, c'est une monstruosité. Non seulement il n'y a pas eu de progrès, mais il y a eu ce qu'on appelle un ensauvagement. Il y a eu une régression culturelle. Il y avait une véritable nuit coloniale. Donc, si vous voulez, il fallait un moment de modernité. Il fallait retrouver ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Début du XXe siècle, après toutes les révoltes, y compris celles dont nous parlions tout à l'heure, et sur lesquelles nous avons émis des points de vue, la révolte de 1871, cher Mohamed Hussein, il savait comment ça allait se terminer. Il savait que ça allait encore aggraver la situation du peuple algérien. Et donc, chaque révolte aggravait le sort du peuple algérien. Au début du XXe siècle, les Algériens se sont dit il faut appliquer le principe de réalité. C'est-à-dire, la France s'est installée chez nous, elle est ultra puissante, essayons d'appliquer la loi coloniale, essayons d'appliquer la légalité coloniale, et c'est comme ça qu'on a commencé les luttes pacifiques, les luttes politiques. C'est comme ça que je passe très vite, on en développera peut-être un peu plus demain. C'est comme ça que sont nées l'étoile nord-africaine, dans l'immigration. Voilà, ça c'est un point fondamental qu'il faut méditer. C'est à l'étranger qu'est née la contestation politique de la colonisation. L'étoile nord-africaine, au contact du Parti communiste français de la CGT, c'est donc l'étoile nord-africaine qui deviendra quelques années plus tard, en 1937, le PPA, et le PPA va disparaître dans le massacre du mai 1945, et naîtra un parti légaliste pour les libertés démocratiques, MTLD. Voilà. Et bien entendu, on le développera peut-être demain, s'il y a des questions sur ça, je suis prêt à répondre. Le MTLD a consolé l'aile activiste du mouvement national, c'est-à-dire ceux qui voulaient en découdre avec la France, en leur disant, eh bien, on va fonder un parti politique pour que je puisse parler, mais ça, il leur a dit, c'est Azam Pacha qui lui dit, fais un parti politique, tu as besoin d'un appareil, d'une tribune pour parler, et il a fondé donc le MTLD. Il a dit, mais pour vous, je vous crée une organisation paramilitaire, vous allez préparer la révolution. Et c'est comme ça qu'a été créée l'organisation spéciale. Donc il prépare la révolution. En 1950, il s'est passé quelque chose de très grave. Il y a eu démantèlement complet de l'organisation paramilitaire. Et on rentrera peut-être dans le détail demain, puisqu'il s'agira des rapports d'Arabel et Belbela. Et donc le mouvement national était au cœur de la vague. Il était très divisé. Et curieusement, c'est dans les moments de division extrême que c'est la dialectique que va renaître le mouvement national de Cessant. C'est comme ça que Boudiaf a fondé le CRUA et il a donc essayé le CRUA, Comité révolutionnaire pour l'unité à l'action. Mais en fait, il n'a jamais pu faire l'unité puisque les centralistes et les messalistes se sont disputés et l'action tardait à venir et c'est comme ça qu'il a fondé la Réunie des 22, ensuite le FLN et l'étincelle du 1er novembre est partie. Alors, donc j'arrive au 1er novembre, c'est pour vous dire que nous allons parler de la Souma, mais sans l'étincelle du 1er novembre, il n'y aurait pas eu l'incendie de la Souma. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce langage-là, je le tiens toujours, partout où j'aille, je dis, sans l'étincelle du 1er novembre, il n'y aurait pas eu l'incendie de la Souma. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté le 1er novembre à la Souma? Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple algérien a fait une régression. Il a sombré dans l'ensauvagement. Le 1er novembre, c'est l'étincelle de son destin collectif et du retour à l'émergence à la modernité. C'est l'étincelle. La Souma, ça va être l'étape de la maturité. Maintenant, si je vous parle de Souma, 1er novembre, c'est, disons, c'est l'un pour l'autre. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que
pour la première fois depuis 1830, les Algériens vont tous parler ensemble. Ils vont parler en tant que nation. Donc ça, c'est le premier attribut de modernité. Deuxièmement, les Algériens, ils vont remettre en cause l'ordre naturel des choses. Parce que qu'est-ce qui se disait pendant la colonisation? Si on a business, donc on a invoqué des conceptions, j'allais dire, providentielles. Le 1er novembre, la Soumam, ils ont dit tout ça, c'est arrivé. Donc on a, la modernité consiste à aller contre l'ordre naturel des choses. Et puis, à vouloir détruire un ordre ancien qui est l'ordre de la colonisation avec ses privilèges, comme si on veut faire le comparatif avec la Révolution française, avec, si vous voulez, la fin d'un ancien régime et ses privilèges, le privilège de la noblesse. Là, chez nous, c'était le privilège de la minorité coloniale. Donc, modernité. Deuxièmement, destin collectif. Destin collectif parce que les Algériens ont parlé comme une nation. Le Parti communiste algérien, il s'est dit, moi je vais parler au nom de la classe ouvrière. Ça n'a pas marché. C'est un discours que les Algériens ne comprenaient pas. Le FLN, quand il a pris les armes, il a dit, nous on va se libérer. Tous ensemble ou pas du tout. Toute la nation va se libérer, d'est en ouest, du nord au sud, ou pas du tout. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'ils ont tiré les leçons du passé. Les leçons du passé, c'était la révolte de Bouamama, la révolte de Mokrabi, la révolte de Bedi Chougara, etc. Et ça n'a jamais réussi, ça n'a fait qu'aggraver le sort du peuple algérien. Et donc pour la première fois, il y a eu un comité national qui a décidé de prendre en charge la résistance algérienne, du nord au sud et de l'est en ouest. C'est ça qu'on appelle le destin collectif. Et ce destin collectif va se cristalliser dans l'institutionnalisation soumamienne. Et ça, c'est Abban. Je suis peut-être un peu mal placé pour ressortir Abban à chaque fois, mais quand il s'agira de choses historiquement avérées, je ne me gênerai pas pour le dire. Peut-être que quelqu'un à ma place en dira un peu plus sur Abban. Abban, c'est grâce à lui qu'il y a eu le rassemblement national qui a débouché sur la victoire. Parce qu'il y a eu 3 congrès en fait. Il y a eu celui de 1937, congrès musulman, pour répondre aux avances du projet bleu-violet du Front populaire en France. Ça n'a pas marché. Il y a eu ce qu'on appelle les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté, en 1943-44. C'était un véritable front de combat, c'était Farhat Abbas, mais aidé en sous-main par le PPA, le Min Bahrid, qui s'est noyé dans le bain de sang de 1945. Et il y a eu le FLN soumamien, d'Aban, il a rassemblé les centralistes, les l'UDMA, l'Ulama, les communistes. L'UDMA était resté en dehors. Et il a institutionnalisé ça à la Souma. Donc il a fait le rassemblement unitaire de la nation algérienne avec représentation des dirigeants dans les instances soumamiennes, c'est-à-dire dans le CCE et le CNR. Donc voici donc le destin, j'allais dire la modernité soumamienne et le destin national qui est mis en marche. Alors, donc on arrive à ce congrès de la Soumam, on va appeler ça Aswir Smazir. Aswir, la Soumam, la plateforme, je ne sais pas comment on dirait, qui se marche à la plateforme. Il faut trouver un mot. Donc la plateforme de la Soumam, Starat, je ne sais pas comment. Zman. C'est quelque chose de une base. Et Starat, c'est bien? مؤتمر الأرضية السومام. هذا قناة مؤتمر صومال. Oui, mais ça c'est congrès. Là, on parle de la plateforme. Qaïda, voilà. Ah oui, mais Qaïda, il y a une connotation. Il faut bien éviter ça. C'est un terme qu'on doit abolir. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a apporté, le congrès national? Donc, d'abord, l'idée, c'est d'Abban. Quoi qu'on dise, c'est Abban. Abban, il a eu cette idée parce qu'il y a eu le 20 août 1955. Ce qui s'est passé le 20 août 1955, vous le savez tous, il y a eu Zerot Youssef, qui a organisé un soulèvement dans le nord Constantinople, le 20 août 1955.
Donc il y a eu la population armée sommairement d'armes sommaires, des haches, des pioches, etc., des faucils. Ils sont allés à l'assaut des centres de colonisation et il y a eu des débordements, ils ont attaqué des casernes, des gendarmeries, mais il y a eu des débordements sur la population civile, il y a eu beaucoup de morts civils, des enfants, des femmes, etc. Et ça a posé problème. Donc ça, premier point, Ben, quand il a vu ça, il a dit une révolution digne de ce nom ne s'attaque ni aux femmes ni aux enfants. Donc ça a posé un problème. Comment on va faire la révolution? Comment on va utiliser la violence? Quels sont les modes d'exercice de la violence? Donc ça, le premier point. Deuxième point, la guerre s'est exacerbée. La France s'est apprêtée au quadrillage. Il y a eu la mobilisation, et donc le Front républicain a gagné les élections et le vote des pouvoirs spéciaux, y compris les communistes. Donc les Français ont formé ce qu'on appelle un bloc colonial, tous pour l'Algérie française. Ben, il s'est dit, ben, eux, il a employé même le terme de salaud. Voilà. Ils ont formé un bloc colonial, tous pour l'Algérie française, et ben nous on va former un bloc national. Et donc c'est comme ça qu'il a décidé, qu'il s'est mis à réunir tout le monde, et donc à institutionnaliser ça dans la suite. Donc il faut trouver des solutions à la violence. Comment exercer la violence? Est-ce qu'il faut frapper n'importe comment? Est-ce qu'il faut exercer une violence contre-productive politiquement? Ou bien il faut faire une violence intelligente qui sert la cause? Primauté du politique sur le militaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la Souma est sorti ce principe de la primauté du politique sur le militaire. C'est-à-dire, nous n'allons exercer la violence que si elle atteint des objectifs politiques. Si on tue une petite fille, c'est contre-productif politiquement. Parce que la propagande du bloc colonial, qu'est-ce qu'elle disait? Il disait c'est des sauvages, c'est des égorgeurs, c'est des tueurs de petites filles, parce qu'il y a des petites filles qui sont mortes. Donc, à Ben ibn Mahdi, ils ont dit non, la violence doit être régulée politiquement. Et dans l'idée d'Abban ibn Mahdi, la régulation politique de la violence révolutionnaire, ou plus tard de la violence d'État, c'est une garantie sur l'avenir. C'est-à-dire, c'est pas la force qui va prédominer, c'est la raison politique. C'est pour préserver l'avenir. Il a été même jusqu'à dire, nous allons écarter le danger du militarisme. Et c'est adressé à un parterre de militaires pour leur dire, nous allons écarter le danger du militarisme. Voilà. Donc, l'apport de la Souma, premièrement, la primauté du politique sur le militaire. Deuxièmement, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, Tazworth, c'est la nation. Arlan, tu dis ça sur Al-Arlan. C'est la primauté de ce qu'il y a dans l'intérieur de la nation sur l'image qu'on peut donner à l'extérieur. Et ça, c'est aussi terriblement d'actualité. On sait qu'actuellement, ce qui est fait en politique, c'est pour ça qu'on va parler de l'héritage soudanais, ce qui est fait en politique, c'est surtout pour donner une image. Et que le sort de nos concitoyens, il passe presque au second plan dans tous les pays arabes, dans toutes les dictatures, dans tous les régimes autoritaires. C'est l'image qu'on donne à l'extérieur qui est importante et on se soucie très peu de ce qui se passe à l'intérieur et surtout de la cohésion nationale. Donc, primauté du politique sur le militaire, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, et puis il y a la question de la religion. Si vous voulez, à la Souma, il y a ce qu'on appelle un projet en creux. Projet en creux, c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais qui préjuge pour l'avenir d'une façon de voir, d'une façon de concevoir l'avenir. On n'a pas rappelé la question identitaire. Et je sais qu'on va poser des questions tout à l'heure sur ça. La question identitaire, l'appartenance de l'Algérie à la sphère arabo-islamique a été évacuée. Mais le principe soumamien, c'est l'Algérie ne doit être soumise ni à Londres, ni à Washington, ni à Moscou,
ni aucun. Ni Orient, ni Occident. Et le prince qui ressort en creux, et d'ailleurs dans le courrier algérien, il dit l'Algérie d'abord, l'Algérie d'abord.